Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes avec deux débats, deux grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité avec au sommaire de ce 20 novembre, 12 fédérations du commerce et de l'industrie et une centaine de marques françaises attaquent Chine en justice pour concurrence déloyale. Quelles sont les conséquences de cette procédure? Les plateformes chinoises vont-elles vider nos centres-villes des commerces de proximité? La France et l'Europe peuvent-elles stopper l'hémorragie? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, on se demande si la COP 30 sur le climat sert encore à quelque chose. C'est tout simplement une question de survie. Donc je pense qu'on peut attendre quelques jours pour avoir une décision qui soit sérieuse. On en a marre des COP qui finissent dans du déclaratif, où on se bat pendant des années pour une virgule et pour mentionner potentiellement peut-être que ce soit la faute des énergies fossiles. Que peut-on attendre des négociations qui se terminent ce week-end au Brésil? Que change l'absence des États-Unis, du climato-sceptique Donald Trump? Pourquoi les objectifs des accords de Paris signés il y a 10 ans sont-ils loin d'être atteints? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure et j'attends vos réactions sur ce thème. C'est tout simple, il suffit de flasher ce QR code. Vous pouvez aussi témoigner sur ces centres-villes qui se vident de leur commerce face aux plateformes chinoises. La France a décidé de ne pas se laisser faire. Fabien Recker. De la grande distribution à l'habillement, le commerce français fait front commun contre Chine. 12 fédérations du commerce et de l'industrie ainsi qu'une centaine de marques engagent une action en justice inédite contre le géant chinois accusé de concurrence déloyale. On souhaite juste rétablir le jeu normal de la concurrence parce qu'aujourd'hui, on ne se bat pas avec les mêmes armes. Aujourd'hui, nous, on a une législation française et européenne qui est contraignante et c'est tant mieux. Et on voit arriver en face de nous des acteurs qui ne respectent pas ces règles du jeu. Les plaignants reprochent à Chine un usage illicite des données des consommateurs, des pratiques commerciales trompeuses et surtout d'inonder le marché avec des produits non conformes. Et justement, pour financer le renforcement des contrôles, les députés viennent de voter dans le débat budgétaire une taxe de 2 € sur les petits colis d'origine extra-européenne. La France a pris la tête de cette coalition européenne pour dire stop, pour protéger nos petits commerces. Et je ne sais pas, mesdames et messieurs les députés, où vous vivez, mais moi, là où je vis, je ne vois que des commerçants, que des artisans, que des centres-villes qui sont aujourd'hui sous cette pression et sous cette submersion. Censée rapporter 500 millions d'euros, la taxe a été âprement débattue. Seul le RN a finalement voté contre. Ce n'est pas une taxe pour empêcher la concurrence déloyale chinoise. C'est une taxe sur la consommation populaire et des classes moyennes. Ça n'empêchera pas la concurrence déloyale chinoise que vous avez organisée. À l'instar de la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas devraient eux aussi instaurer la même taxe au 1er janvier. Sur le même front, les ministres des Finances des 27 se sont accordés il y a quelques jours pour que les petits colis ne soient plus exonérés de droits de douane. Et on se demande si cette contre-attaque française peut être efficace. Je vous présente tout de suite mes invités. Yann Rivoalan, bonsoir, bienvenue. Vous êtes président de la Fédération de prêt-à-porter féminin. Stéphanie Villers, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes conseillère économique à PwC France. Hassen Slim, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Professeur en économie, vice-président de la recherche à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien. Bienvenue, directeur du site Atlantico-éditorialiste pour Sens Public. Yann Rivoalan, la fédération du prêt-à-porter féminin s'intègre à cette plainte collective contre Chine. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que vous auriez pu la lancer il y a 6 mois, cette plainte. Il a fallu la préparer pour qu'elle soit la plus efficace possible ? Je vous avoue qu'on n'a pas en effet commencé hier. Ben oui. Voilà. C'est un sujet qui nous a pris, c'est simple, il y a à peine 6 mois. Parce qu'on a eu dans le sud de la France 2 marques, Caporal, qui a liquidé en fait malheureusement sous les coups justement de cette concurrence, et une autre marque qui était Hooligan. Or le liquidateur de Hooligan nous a dit mais si vous faisiez une action en concurrence déloyale. Or à ce moment-là j'y étais, ainsi que des avocats spécialisés dans la guerre économique, et nous nous sommes dit mais oui bien sûr. Et donc on a organisé à ce moment-là dès cet été avec toutes les fédérations et toutes les entreprises toute cette attaque pour pouvoir montrer toutes les actions illégales que Chine fait depuis maintenant des années. En soi, c'était assez simple, parce qu'avec Chine, c'est une semaine un scandale, donc on avait effectivement
un nid justement d'actions en fait qu'on pouvait mettre en avant. Et on s'est lancé pour trouver au moins 100 entreprises maintenant et au moins 12 fédérations. Oui. Mais je vous annonce que dans un mois, on sera bien plus nombreux encore que cela. Et pourquoi seulement Chine et pas les autres plateformes chinoises? Parce que ce n'est pas la seule à mener cette offensive, Chine. Chacun son tour. Ok, il y en aura d'autres des procédures. Alors, tout à fait. Et il y a une question de délai suite aussi à l'ancienneté de chacune de ces plateformes. Chine est en France depuis 2018 et surtout est montée en puissance depuis maintenant 5 ans. Alors que Temu n'est arrivé qu'il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et donc c'est lié à cette ancienneté et aux dégâts qui sont faits et donc aux préjudices qui correspondent qu'on attaque en effet dans un premier temps Chine et que évidemment Temu, AliExpress ou encore TikTok Shop passeront au fur et à mesure. D'accord. Avec donc cette notion de concurrence déloyale, Stéphanie Villers, évidemment, on est dans un espace européen économique. Est-ce que les règles européennes ne sont pas en train de se retourner finalement contre les entreprises françaises et européennes ? Oui, à la base, en fait, le fondement de l'Union européenne, c'était bel et bien de créer une zone de libre-échange pour développer notre commerce intrazone. Et il faut dire que ça a réellement bien fonctionné. 62% de nos exportations se font intrazone, ce qui fait qu'on n'est pas tellement touché en réalité par les hausses de TVA par Donald Trump, les 15%, même si certains secteurs sont plus touchés. Pour autant, en fait, on a voulu lutter contre la concurrence en se disant on va mettre des normes et des règles pour éviter que des produits trop compétitifs ou qui respectent pas des règles arrivent sur notre marché. Et on voit en fait que ces normes ont été imposées sur l'ensemble des entreprises européennes, mais elles sont imposées aussi pour les entreprises qui exportent, les entreprises étrangères, mais il y a un problème de contrôle. Parce que le contrôle, en fait, coûte extrêmement cher. Donc on a beau, et on voit bien que la Chine est très maligne et contourne avec les petits colis, enfin toutes ces choses qui font que ça submerge le contrôle. Il y a tellement de colis qu'on ne peut pas les contrôler. Donc l'Europe est dépassée, l'Europe, en fait, est face à ses limites. En fait, la norme ne permet pas, en fait, de réguler un marché. Est-ce que vous parlez à SenSlim de concurrence déloyale dans le cas précis? C'est une très bonne question en fait, et en vous écoutant, je réfléchissais que c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec les normes européennes, car le but en fait de l'Union européenne, c'est bien sûr de faire une zone de libre-échange, mais c'est d'aller au-delà, c'est de faire un marché commun. Et en fait, quand on fait un marché commun, il n'y a pas que les biens et les services qui circulent librement. Il y a aussi ce qu'on appelle en économie les facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital. Et je me souviens d'il y a quelques années, je ne pourrais pas vous donner l'année précise, mais c'était le début des années 2010, il y avait une directive qui avait été proposée par la Commission de Bruxelles, qu'on avait appelée la directive Bolkestein, et qui, grosso modo, avait trait à la possibilité d'entreprises qui étaient un peu partout en Europe d'envoyer des travailleurs avec leurs droits à elles bosser dans d'autres pays. Et ça avait provoqué chez nous, en tout cas en France, le scandale du plombier polonais, bien comme sûr, on l'avait appelé. Et du coup, vous voyez, et là on arrive, comme vous le disiez très justement, à la limite de la construction de notre marché commun. C'est-à-dire que si on va aller jusqu'au bout du raisonnement, tout devient possible. Et dans ce cas-là, rien n'est déloyal, pour répondre à votre question. Et de sa capacité à se défendre. On y reviendra, notamment contre des produits peut-être pas aux normes et qui pourtant sont vendus sur notre territoire. On va écouter, on l'a entendu rapidement dans notre sujet d'ouverture, la ministre du Budget, enfin de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. Je ne sais pas, mesdames et messieurs les députés, où vous vivez, mais moi, là où je vis, je ne vois que des commerçants, que des artisans, que des centres-villes qui sont aujourd'hui sous cette pression et sous cette submersion. Et quand je vois les fermetures des Pimki, des Jennifer, des Camailleux, des Koukaï, des Naf-Naf, des Kiabi, des La Redoute et des CA, je me dis que le sujet, c'est pas la consommation populaire. Je me dis que le sujet, c'est pas la consommation populaire, c'est que ces enseignes qui permettaient à des ménages de toute catégorie sociale de pouvoir se fournir en vêtements à des prix tout à fait compétitifs et tout à fait bas en respectant les normes, eh bien ces commerces ferment. Pourquoi, Madame la députée ? Parce qu'ils sont face à une concurrence déloyale. Yann Rivoalan, c'est combien de magasins de vêtements, parce que c'est votre domaine, qui ont été fermés, qui ont dû fermer depuis, alors je ne sais pas, le début de l'année ou 2024, vous devez avoir quelques chiffres en tête. C'est une tristesse absolue parce qu'il y a près de 16 000 emplois qui ont été détruits depuis maintenant 2 ans. Et depuis 5 ans, c'est largement plus. Mais il y a une accélération très forte qui est en train de se faire, où là, quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle marque, soit en redressement judiciaire, soit en liquidation. La raison est très simple, et le reportage le montrait justement, c'est que
toutes les normes qu'on suit pour avoir un meilleur produit, pour avoir un produit de qualité, évidemment pour payer nos employés dans les magasins, ainsi de suite, ne font pas face derrière à toutes ces concurrences qu'on peut avoir. Oui, mais alors pardon de vous interrompre, les marques en question, elles faisaient beaucoup fabriquer leurs vêtements en Chine ou ailleurs. Alors c'est parce qu'il y a Chine et Chine. Oui. Il y a la Chine qui exploite ses travailleurs à 1 centime par vêtement fabriqué, avec en soi un ultralibéralisme absolu. Et de l'autre côté, il y a une Chine, au contraire, très moderne, qui sait avoir des grandes machines et une grande spécificité, y compris dans la fabrication de vêtements. Donc on peut confondre donc en fait les deux. On pouvait faire fabriquer en Chine tout en respectant les règles européennes. Évidemment, il y a de très nombreuses entreprises internationales qui font fabriquer en Chine, avec en effet un contrôle très abouti pour savoir si c'est bien fait et dans des bonnes conditions. Il y a eu le scandale des Ouïghours il y a quelques années qui a montré en effet qu'il pouvait y avoir en fait des débords, et donc les marques françaises sont extrêmement précises sur ce point. On y reviendra là-dessus. Stéphanie Villers, on parle beaucoup de désindustrialisation. Est-ce que c'est un phénomène similaire qui est en train de se passer, appliqué au commerce en fait ? Oui, alors en fait, c'est la mondialisation heureuse qu'on a connue depuis les 25 dernières années. Ça nous a permis de déclencher une espèce de phénomène de consommation de masse. On s'est mis à acheter parce qu'on produisait dans les pays à bas coût, notamment en Chine. Et la Chine s'est aperçue que les entreprises européennes, mais aussi américaines, allaient produire là-bas. Et avec l'arrivée d'Internet, elles se sont dit pourquoi ne pas zapper en fait les producteurs européens et directement utiliser les plateformes et pour vendre sur le territoire européen. Et pour revenir sur mon point, c'est que on aurait pu imaginer qu'elle reste quand même relativement respectueuse des règles qui ont été mises en place par l'Union européenne. Et la même chose pour les États-Unis. Pour autant, en fait, elles veulent le win-win deal, ces entreprises. C'est-à-dire qu'elles veulent déjà ne plus se passer des entreprises européennes qui sont localisées en Chine pour produire, pas cher, pour que le consommateur européen reste heureux, parce que le consommateur a pris les habitudes en fait de payer beaucoup moins cher qu'il y a 30 ans, notamment ses vêtements, mais aussi tout le reste, en réalité, tout ce qui est produit en Chine. Et en fait, il y a un effet de contournement. Finalement, la Chine a quand même de grandes ambitions. Elle se dit, on va pouvoir se passer des entreprises occidentales. Et en fait, il convient quand même, là, il y a quand même une urgence, il convient à l'Union européenne de se réveiller. Il y a Donald Trump qui s'est dit, moi, je vais mettre des droits de douane. Mais je pense que c'est au-delà de ça. Enfin, je veux dire, il faut aller vers plus de protectionnisme. Il faut rappeler que la Chine est quand même un pays ultra protectionniste. On ne peut pas être tout seul, l'Europe ne peut pas être tout seul à jouer le libre-échange. En fait, l'idiot utile du commerce mondial, quoi, en quelque sorte. Jean-Sébastien, vous vouliez peut-être intervenir. Oui, je suis d'accord sur la dernière idée que vous venez d'exposer, mais ça nous met aussi au pied du mur de nos contradictions, parce que ce n'est pas Chine qui est responsable. Et je suis d'accord avec l'essentiel des points que vous avez décrits sur le modèle Chine. Mais si on regarde nos failles à nous, les choix d'urbanisme commerciaux qui ont été faits en France, la piétonisation des centres-villes, les choix de stationnement, le fait d'empêcher les voitures d'accéder aux centres-villes, poser la question à beaucoup de petits commerçants, ils vous répondront que ça a pesé lourdement aussi dans les baisses de leur chiffre d'affaires. Il y a énormément de sujets comme ça. Et vous le disiez, la consommation en réalité, depuis 25 ans, la hausse du pouvoir d'achat en France, elle n'est due quasiment que au libre-échange et au fait que nous avons importé des produits venus de pays où les coûts de fabrication industrielle étaient très faibles. Je pense que nous sommes arrivés au bout de ce modèle-là, mais ça veut dire que nous sommes aussi arrivés au bout des gains de pouvoir d'achat faciles que nous pouvions avoir. Et pour avoir les autres, si nous voulons continuer à gagner en pouvoir d'achat, ou en tout cas à ne pas en perdre, ça veut dire que là, il va falloir que nous fassions des efforts sur notre propre modèle. Parce qu'on peut voir par les deux bouts, on peut voir par la concurrence déloyale, et on peut aussi voir par l'optimisation que les Chinois ont réussi à mettre. On y reviendra, parce que vous avez prévu de nous parler du modèle de production de Chine dans un instant. Mais je veux bien, il faut peut-être, on l'a déjà dit sur ce plateau, parce qu'on a déjà consacré des débats à cette concurrence des plateformes chinoises, mais il y a un effet peut-être conjoncturel lié aux droits de douane américains, Slim. C'est-à-dire que si on est submergé de produits chinois, c'est peut-être parce que le marché américain s'est fermé. En très partie. certainement, absolument, oui, ça c'est une équation qui est tout à fait flagrante, mais comme vous le disiez aussi tous ici, on arrive peut-être à l'essoufflement d'un modèle en fait, et y compris de la manière dont se construit l'Union européenne, puisqu'on parlait de zone de libre-échange, de marché commun, et là maintenant on est tous en train de parler de droits de douane, mais là pour le coup, je dois dire que l'histoire des colis, vous savez, sous la valeur de 150 € qui ne sont pas taxés, je dirais que c'est que le sommet de l'iceberg, mais effectivement si on va ensuite voir les processus, le process de production en Chine,
là, on va voir en fait que même une taxe prélevée sur les petits colis de moins 150 €, ça risque de rien changer. En fait. Alors ça fait partie, c'est l'un des chapitres qu'on ouvrira dans un instant, cette loi qui a été votée, décision qui a été prise, loi votée par les députés hier. Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? J'ai déjà votre avis, on prendra celui des autres tout à l'heure. Je vais vous donner un chiffre pour faire avancer notre débat et qui est assez révélateur sur le taux de vacances commerciales. Ça veut dire les commerces qui ferment en centre-ville. Il était de 6% en 2010, il est passé à 14% l'an dernier, en 2024. Il y a un rapport qui contient une trentaine de propositions pour redynamiser les centres-villes qui a été remis il y a quelques jours au gouvernement. Yann Rivoalan, il propose notamment, j'ai trouvé ça, d'adapter les loyers pour faciliter l'implantation. C'est peut-être une bonne piste. Est-ce qu'il faut, je rejoins ce que disait, c'est un vrai sujet. Ce que disait Jean-Sébastien Assin. Est-ce que en fait, on va être obligé de repenser l'usage de nos centres-villes en allant au-delà de la question des loyers, par exemple? Alors, je ne vais pas rentrer directement dans la piétonisation parce que c'est un sujet crucial entre d'un côté la partie écologique qu'on doit travailler dans nos villes avec une baisse de la pollution d'un côté et après la fréquentation, si je prends la rue de Rivoli, depuis la piétonisation, il y a en fait plus de personnes qu'avant. Mais en même temps, il y a en effet beaucoup de commerçants qui se plaignent d'avoir moins de passages aussi. Et en effet, il y a un autre facteur qui est la digitalisation, qui crée une concurrence qui est totalement virtuelle, mais en soi totalement réelle. Donc il y a ce sujet très complexe justement à voir, mais je reviens sur plutôt le taux de vacances à travers les chiffres que vous avez donnés. On a, à travers ces pourcentages, un seuil qui est le seuil des 30%. Quand dans une ville, dans une rue commerçante, il y a un magasin sur 3 qui est fermé, les gens n'y vont plus parce qu'on a une rue qui semble déserte. Et d'accord, ils ne vont même pas dans les magasins qui sont encore ouverts. En fait, dans cette rue. Et quand on dépasse les 30%, ça y est, ça chute. Et il ne reste plus que quelques boutiques, les 50% restants, qui sont grosso modo de l'alimentaire, parce que c'est du commerce de bouche dont on a besoin quand on vit dans le quartier. Donc là, il y a pardon de vous interrompre, mais on est quoi? On est à un moment un peu critique, là, si je comprends bien. On est en fait à 3 ans du moment où ça bascule, et nos villes, nos centres-villes sont finis. Donc c'est évidemment différent ville par ville. Bien sûr. Dans les provinces, dans les régions, c'est beaucoup plus prégnant, par exemple, qu'à Paris, où il y a en effet beaucoup de tourisme. Mais le point des loyers, Thomas, dont vous parliez, il est tout sauf négligeable. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les commerçants ont eu de la peine à conserver leurs baux, c'est parce que les propriétaires des murs refusaient de baisser les loyers. Parce que bien souvent, ce sont des institutionnels et qui ont des critères de rentabilité qui font qu'ils ne peuvent pas, eux, baisser les loyers parce que ça correspond à des placements immobiliers. En réalité, ils ne peuvent pas baisser la rémunération des gens qui ont placé de l'argent dans... Et c'est un véritable sujet, parce que là encore, on est dans un modèle, c'est tout le modèle qu'il faut penser, pas prendre les points séparément les uns des autres. Effectivement, mais alors ça veut dire, à Senslim, qu'il faut... on parle de beaucoup de finances des collectivités locales et des mairies. En ce moment, c'est la semaine du Salon des maires qui sont très remontés contre le projet de baisse des dotations budgétaires du gouvernement. Si on veut faciliter l'accès au commerce de centre-ville pour les commerçants en baissant leur loyer, c'est les communes qui vont devoir payer. Donc, bah oui, et donc elles vont nous dire on n'a pas les moyens aujourd'hui, quoi. Ou la réglementation fiscale, parce que... Et aussi, je rebondis sur cette désertification dont vous parliez, qui est très intéressante. On l'a déjà vécu, en fait, dans beaucoup de nos centres-villes, peut-être de province, on va dire, avec d'abord une chaîne de hyper et supermarchés qui ont tendance à s'installer, en fait, tout autour. En périphérie, du coup, appauvrissent déjà les centres-villes. Donc là, avec la nouvelle concurrence qui arrive, avec les plateformes que vous décriviez tout à l'heure, bon, voilà, c'est le coup de grâce, quoi, en quelque sorte. Donc ça veut dire, Stéphanie Villers, qu'on est dans un... Alors, on espère qu'on va l'arrêter, ce mouvement de fond, mais on est quand même dans un mouvement de fond. Oui, mais on arrive au bout d'un modèle traditionnel de fabrication textile, mais en fait ça va bien plus loin. C'est la Chine va nous concurrence à tous les niveaux, même maintenant dans les nouvelles technologies. Donc je pense qu'il faut véritablement saisir cette problématique dans son ensemble. Et aujourd'hui, en fait, on n'arrivera pas à concurrencer la main-d'œuvre chinoise. On se doute bien que où on devient un pays en voie de développement, où l'Europe se paupérise réellement et on devient au même niveau, mais ça peut mettre, j'espère que ça n'arrivera jamais, et de toute manière, ça mettrait des décennies. Il faut en fait voir ce qui nous arrive en face. Et aujourd'hui, je crois que le progrès technique arrive toujours au bon moment. On a cette révolution technologique qui arrive avec l'IA, ce qui veut dire un peu tout et
qui recoupe aussi la robotique et notre façon de produire. Hein, il faut aujourd'hui qu'on arrête d'être uniquement des consommateurs en Europe, et, parce qu'on est traité de la sorte. Hein. Quand on parle des problématiques des Français, on parle en général de problèmes de pouvoir d'achat. Mais justement, tiens, allez, vous pourrez continuer après, mais je vous propose de regarder cette réaction de Clarisse de Vannes qui dit franchement, vous critiquez Chine, mais essayez d'acheter un jean correct, c'est 30-40 €. Alors si on le veut français, les prix explosent. Le Made in France était moins cher, peut-être qu'on tournerait moins vers des magasins comme Chine. Je vous laisse conclure. Oui, mais en fait, la limite de cette mécanique du 100% moins cher, c'est véritablement contrarier notre marché du travail. Hein, on peut pas, et on voit bien que au moment des années 2000, quand la mondialisation, quand on s'est mis à produire tout vers l'usine du monde qui était la Chine, c'est là où on a vu quand même un chômage venir de manière plus massive. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas uniquement se concentrer sur la consommation, même si c'est un moteur important. Il ne faut pas oublier, c'est toute la problématique. Tout se tient. Aujourd'hui, on dit il faut produire davantage. Et produire davantage en étant compétitif, réindustrialiser la France, c'est forcément passer par ces nouvelles technologies qui nous offrent quand même des perspectives. Et aussi par la case travail, parce que dire nous ne sommes pas que des consommateurs, il faut être aussi des travailleurs, parce que les ouvriers chinois, il n'y a pas que le coût du travail. Les ouvriers chinois aujourd'hui, ils sont bien souvent meilleurs que les ouvriers des pays occidentaux, et pas si peu chers que ça, mais c'est surtout l'élévation de leur niveau qu'il faut prendre en compte, parce que parfois on est quand même très naïf ou très peu lucide sur nous-mêmes. Il y a une question de Madi qui nous écrit de Cordel. Est-ce que Chine va être interdit en France? Est-ce que c'est votre objectif de cette procédure judiciaire? Je n'ai rien contre Chine spécifiquement. Un peu quand même. Non, mais je vais prendre plutôt votre consommatrice aussi d'avant, en fait, avec le jean à 30 €. Sur les prix, oui. Mon but, c'est avant tout de protéger les consommateurs. Parce que quand on a un consommateur qui achète un jouet sur Chine, il va acheter un jouet qui va être dangereux pour son enfant. Quand il va acheter un chargeur, il a 2 chances sur 3 d'avoir un chargeur qui va brûler et qui peut donc incendier sa maison. Et quand on achète une paire de chaussures, il peut y avoir 5 fois plus de plomb que prévu et donc être cancérigène. Donc acheter des produits pas chers, pourquoi pas, mais acheter des produits dangereux pour notre santé et notre environnement, par contre ça c'est impossible. Or, nos clients, en fait, clairement, de par les actions de Chine, croient qu'on peut désormais acheter un jean pour justement 30 €, un t-shirt pour 3 €. Ouais. Or, si je reprends par exemple le jean, un jean, c'est un produit qu'on peut porter à peu près 1000 fois. Ouais. Donc le but, avant tout, est plutôt d'avoir un jean français, comme par exemple Tufri, qui certes va coûter très cher, près de 100 €, mais comme il est porté 1000 fois, le coût marginal du jean, en fait, est extrêmement faible. Et c'est comme ça qu'on achetait du textile il y a 30 ans. C'est-à-dire, on avait des vêtements qu'on portait, qu'on reportait, qu'on reprisait. Sauf qu'il y a la publicité qui nous incite à changer, à suivre une mode, etc., etc. Le dernier point, justement, de Chine, qui, parce qu'ils font des faux rabais en permanence sur le site, d'où l'action en concurrence déloyale, nous amène dans un phénomène d'abondance et de surconsommation. Et c'est ceci, justement, sur lequel nous luttons. Alors, vous parliez des cadeaux de Noël. Tiens, c'est aussi le thème sur lequel le député du Val d'Oise, Emmanuel Morel, met en garde. Attention à ces produits expédiés par Chine et les plateformes chinoises qui ne sont pas conformes aux règles européennes. Écoutez. Ce sont quand même majoritairement des produits dangereux ou contrefaits. Je rappelle que là, il va y avoir Noël, plus 75% des jouets qui sont vendus sur les plateformes chinoises, ils sont dangereux pour les gosses. Donc il y a un enjeu. La deuxième chose, c'est évidemment extrêmement polluant, produit dans des conditions dégueulasses, ayant recours au travail des enfants. Tout ça, faut l'avoir en tête. Hassen Slim, s'ils sont non conformes, pourquoi on peut les acheter? Je pose volontairement une question un peu naïve, mais on a évoqué le contrôle tout à l'heure, mais c'est quand même c'est absurde, quoi. Normalement, on ne devrait pas pouvoir les acheter. Mais là, comme ça a été dit tout à l'heure, Chine n'est pas dans un commerce classique, vous voyez, en exportant. D'ailleurs, Chine n'a pas de locaux de vente ici et donc n'est pas dans un commerce... Si, il y en a au BHV depuis quelques semaines. Mais plutôt, Chine a privilégié plutôt une plateforme numérique sur laquelle les clients commandent et Chine exporte directement par des petits colis, comme ça a été dit, de moins de 150 €. Et là,
le travail des douaniers est tout de suite beaucoup plus complexe parce que ces petits colis, en quelque sorte, ils passent sous le radar. Et c'est là qu'il y a une absence de contrôle à ce moment-là. Et voilà comment on peut faire des produits qui sont en dehors des normes, notamment nos normes à nous françaises, et qui néanmoins touchent le consommateur chez nous. Et pourtant, les douanes d'un côté, la DGCCRF de l'autre, ils font un énorme travail évidemment pour essayer de contrôler le plus de produits possible. On va s'intéresser au modèle industriel de Chine avec vous, Jean-Sébastien. Le succès, comment vous expliquez le succès de la plateforme chinoise, vous ? Je crois qu'il y a un pan qu'on ne voit pas du tout. C'est-à-dire que l'objet ici n'est absolument pas de contester tout ce qui vient d'être évoqué sur l'absence de respect des normes, sur la faible qualité des matériaux. Effectivement, tout ça est acté. Le truc, c'est que c'est aussi acté pour un certain nombre d'autres marques de la fast fashion et ça a été établi dans des études sur la toxicité des teintures. Par exemple, ce qui fait la différence entre l'ultra fast fashion, le modèle de Chine finalement, et d'autres marques textiles milieu de gamme ou milieu bas de gamme, c'est un incroyable modèle d'optimisation robotique et industrielle. Vous faisiez référence à l'intelligence artificielle, mais globalement, c'est deux jambes. C'est l'intelligence artificielle et la robotisation. Parce que dans les ateliers de Chine, bien souvent, il n'y a plus d'éclairage électrique et il n'y a pas d'air conditionné. Mais c'est pas parce que les ouvriers sont traités de manière absolument indigne, c'est parce qu'il n'y a plus d'ouvriers. Parce qu'ils ont énormément investi dans les robots. Sur l'intelligence artificielle, et c'est ce à quoi vous faisiez référence, imaginez des algorithmes qui traquent en permanence sur les réseaux sociaux tous les clics, les likes, qui en quelque sorte ont la carte de tous nos désirs et qui se lancent dans la production très vite. C'est-à-dire qu'eux, ils font des micro-lots, ils identifient une nouvelle tendance et ils se disent « Ah ben tiens, on va lancer 100 à 200 unités de production » et puis si ça marche, derrière, ils passent à une production massive. Ils ont tellement optimisé la chaîne que leur délai de production, ils les ont réduits à 5 jours, là où en moyenne, pour la fast fashion, c'est plutôt 3 semaines. Et donc, ça, c'est extrêmement important, d'autant que c'est un cercle vertueux, parce que ce modèle d'intelligence artificielle, là où en France, on fonctionne un peu en silo, les marques sont en silo, c'est un écosystème chinois. Toutes ces plateformes, elles se nourrissent entre elles. Moi, je ne crois pas qu'il faille différencier Chine des autres marques, Temu ou autres, parce qu'ils se nourrissent tous de ce que l'intelligence artificielle leur apprend. Et donc, ça permet à la Chine de développer un appareil industriel ultra performant de ce point de vue-là. Et les stocks, un pays comme la Chine, où les règles ne sont pas les mêmes, il y a une certaine opacité. Bien sûr, on n'est pas mais sans respecter de la même façon sur nos données. Non, mais ça a été évoqué. C'est pour ça que moi, je conteste absolument pas le fait. Ils ne respectent pas les données des utilisateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont opaques dans le modèle de Chine. Mais on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils aient optimisé absolument cette chaîne de production, y compris sur les stocks, parce que vous savez que dans un prix de vente, le stock, ça pèse assez largement. Pour des marques plus haut de gamme, par exemple, ça pèse sur leur marge, notamment parce que ce sont des marques qui ne veulent souvent pas faire de soldes et qui préfèrent même détruire leur production que de les brader. Ça, c'est interdit. En fait, là, alors, la destruction forcément est interdite désormais. Je reprends sur le modèle. Il faudrait vérifier si c'est appliqué. Non, mais fortement, si. Non, oui, mais je ne dis pas que ça n'est pas interdit, je parle de l'application. Non, mais pour entrer, vous avez complètement raison. C'est-à-dire, derrière, c'est une machine d'intelligence artificielle. Et cette machine se traduit sur un chiffre très simple. C'est quand on reprend, par exemple, des marques de fast fashion comme Zara, c'est 100 nouveaux produits par jour. Chine, c'est 10 000 nouveaux produits par jour. Donc, cette capacité à faire 10 000 nouveaux produits, c'est parce que c'est avant tout 10 000 vols à l'étalage qu'ils font tous les jours, parce que cette intelligence artificielle, ils l'utilisent en permanence pour scraper, c'est-à-dire voler les données de tous les sites qui fabriquent des produits pour pouvoir se dire comment je vais copier chez Lancel, comment je vais copier chez Lacoste, comment je vais copier chez Célio, et ainsi de suite. Et donc c'est cette force de frappe pour absorber la donnée, la mettre dans l'intelligence artificielle et après la mettre plus que dans des robots, avant tout dans des gens qui sont totalement exploités pour fabriquer des vêtements pour 1 centime par produit, qu'on arrive justement après à avoir cette chaîne de production en effet totalement unique. Je ne sais pas si on en a envie, mais est-ce que c'est duplicable en France ou en Europe, ce modèle, Jean-Sébastien? On va pas se dire qu'on ne va pas se donner pour objectif de dupliquer le fait de ne pas respecter les normes, de produire ou de vendre des produits dangereux. En revanche, utiliser l'intelligence artificielle et quand même sur cette capacité à traquer les désirs, à les devancer et à optimiser les chaînes de production. Ça me désole, ça m'effraie tout ce que vous me dites. Mais oui, mais parce que c'est ce que je sais que tout le monde le fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, mais la réalité, c'est que nous sommes les consommateurs que nous sommes. On peut pleurer un jour et le lendemain rester sur son canapé devant son téléphone et scroller en permanence et préférer acheter là-dessus que
de se déplacer pour aller dans un magasin. Mais enfin, c'est comme ça que nous vivons. Donc je pense que si c'est comme ça que les consommateurs que nous sommes vivons, les agents économiques que nous sommes devraient peut-être essayer d'être moins schizophrènes. Après, le problème, c'est qu'on peut certainement faire bien des progrès sur l'intelligence artificielle. Il faut peut-être se protéger pendant une époque parce que la Chine est devenue un tel rouleau compresseur que n'importe quelle politique de l'offre ne produit que des effets très marginaux par rapport à ce rouleau compresseur-là. Maintenant, on a un tissu industriel qui n'est pas du tout assez dense. On ne sait pas faire de la micro-production. Et puis, on a quand même des normes. Alors, il faut peut-être trouver un juste équilibre entre ne rien respecter du tout et avoir des normes qui sont extrêmement complexes et qui empêchent en réalité les producteurs européens de se développer. Ok, alors moi je suis dubitatif sur les normes. Il y a par exemple en ce moment à Sensim, je crois que c'est au niveau européen, le RGPD, le règlement général de protection des données, qui commence à être un peu remis en cause. Ça fait partie des remises en cause sur un certain nombre de modèles normatifs. Alors peut-être qu'il y a certains modèles européens qui sont trop compliqués, trop de papas, je veux bien, mais là c'est quand même la protection de nos données. C'est un modèle qui a souvent été donné en exemple au niveau mondial en disant regardez ce que fait l'Europe, il faut le faire ailleurs. Si on revient dessus, moi je trouve ça dangereux même pour notre liberté de citoyen et de consommateur. Votre question, elle souligne une tension permanente en fait entre le principe de libre-échange qui a toutes les qualités que vous avez décrites tout à l'heure et en même temps qui a ses défauts et la volonté de protéger en fait. Et c'est pas la première fois qu'un système normatif, là vous citez le RGPD, avant c'était la responsabilité des entreprises vis-à-vis du travail qui était fait chez les sous-traitants, qui a lui-même été remis en cause parce qu'il aurait pu casser la compétitivité, etc. Donc il y a en permanence cette tension. Et en fait, votre question, elle interroge plus globalement sur la mondialisation telle qu'on l'a dessinée aujourd'hui, depuis longtemps déjà, depuis le GATT ou plus tardivement depuis l'OMC en 95. C'est-à-dire, quand on applique ce libre-échange au maximum, eh bien on obtient un acteur comme Chine. C'est-à-dire qui a optimisé, comme vous l'avez dit, sur tout. Sur notre attention quand on est sur le site. Et donc là, on extrait de la valeur de ça et on arrive à nous vendre ensuite le bon produit au bon moment, déclencher l'envie, jusqu'aux travailleurs que vous décrivez, soit dans les usines qui ont des contrats directs avec Chine, soit ensuite dans les petits ateliers informels, parce que ça existe aussi, où là, c'est le chaos total en termes de normes sociales, de normes environnementales. Mais quand on parle de libre-échange, je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Le libéralisme, ça n'a jamais été la concurrence déloyale. Adam Smith, il l'écrivait très bien. La main invisible, c'est parce que pour lui, le travailleur avait le même intérêt, parce qu'il imaginait que l'ouvrier de la filature de Manchester, il vivait dans le même pays que celui qui était dans le château d'à côté, qui était le propriétaire de l'usine. Aujourd'hui, il y a une déconnexion totale entre le capital et le travail. Et c'est aussi un enjeu du monde contemporain. Mais c'est exactement ça que je dis. Mais là, vous voyez... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est juste que les gens se disent c'est le libéralisme. Moi, je dis non, parce que précisément, ça n'est pas un modèle libéral. Jean-Sébastien Ferjou est toujours là pour défendre le libéralisme. Ne vous y trompez pas. On en vient en tout cas à douter du bien fondé du RGPD. Oui. Voilà, on se pose ce type de questions. Moi, je le défends. On tient pas mal de réactions. C'est un thème qui vous passionne. Marine de Nevers, qui témoigne, le centre-ville de Nevers est de moins en moins dynamique, mais aussi la zone commerciale en périphérie. Cette désertification n'était pas due surtout à une baisse du pouvoir d'achat. C'est pas inintéressant, ça, Stéphanie Hirst, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui peut expliquer la désertification des centres-villes. Moi, je suis macroéconomiste, donc j'agrège des données au niveau national. Je peux vous dire que le pouvoir d'achat n'a pas baissé, mais même il a un peu progressé. Ça, c'est macroéconomique. Voilà, oui, mais les téléspectateurs qui nous regardent, ils ne le ressentent pas vraiment. Mais pas tous, en fait. S'ils sont tous à nous regarder, je peux vous dire qu'il y en a une grande partie qui vont très bien. Il n'y a qu'à regarder, excusez-moi, il suffit de regarder le niveau de taux d'épargne des Français. Il a explosé. On est aujourd'hui on met de côté. Non, mais pour donc ils consomment pas. Bah oui, mais pour pouvoir mettre de côté, il faut avoir de l'argent. En fait, on ne peut pas l'inventer. Donc il y a bien. Un point. Alors, ok, peut-être qu'ils se restreignent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Oui, on se restreint. Pour autant, on n'a jamais, en fait, la somme compilée depuis la crise Covid. On a mis, les Français ont mis 1000 milliards d'euros de côté supplémentaires. 1000 milliards. C'est d'ailleurs ce qu'a mis l'État. L'État s'est endetté, l'État français s'est endetté de 1000 milliards. Et ces 1000 milliards se sont retrouvés, en quelque sorte, dans les scarcelles des Français. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on ne manque pas d'argent. Il faut libérer cette épargne. En fait, il faut donner envie aux consommateurs de revenir sur avoir envie de dépenser. Parce que, quand même, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux en France que la consommation des ménages pour toujours été le moteur de la croissance. C'est 55% de notre PIB. Donc voilà, en fait, il y a à la fois, il y a de quoi, effectivement, s'effrayer lorsque on voit que la concurrence arrive avec des prix extrêmement attractifs qui laissent penser que
on veut mettre de côté, mais ça, on va pouvoir se l'acheter. Voilà. Donc, ils arrivent Chine arrive à un point, au bon moment, en fait, pour essayer de convaincre celui qui a envie de mettre de côté. Alors, question de Abel, qui nous écrit de Saint-Mars-la-Brière. Est-ce que interdire le site en France ou en Europe suffirait pour ne plus pouvoir avoir accès à Chine? Je vous laisse méditer la réponse, mais on va ouvrir, grâce à cette question, un chapitre sur la réponse européenne, grâce à Stéphane Duguay qui va nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Stéphane, et on va commencer avec... il est où Stéphane? Il est là, bonsoir, bienvenue. On va commencer avec un exemple d'un autre pays européen, nos voisins, l'Italie. Exactement, un voisin transalpin, temple de la mode et du luxe, qui juge que Chine ne correspond pas aux standards de la mode italienne. Les entreprises du secteur accusent le géant chinois de concurrence déloyale sur le plan environnementale et sur la qualité des produits. Le ministre du Made in Italy parle même d'invasion de produits étrangers. Ultime affront fait à l'Italie, un défilé de mode organisé par Chine à Milan, c'était au mois d'octobre. Des dizaines d'influenceurs invités et habillés par Chine. Ça a été vécu comme une véritable provocation en Italie, d'autant que le secteur de la mode représente 5% du PIB italien. À titre de comparaison, en France, c'est 2,7%. Et l'Italie soutient la France dans cette volonté de contrôler Chine. Oui, le président du syndicat patronal de la mode italienne appelle le gouvernement à s'inspirer des parlementaires français, notamment de la loi Fast Fashion adoptée à l'Assemblée nationale et plus récemment au Sénat, c'était en juin dernier. Ce texte, d'abord, il définit ce qu'est la fast fashion, la mode rapide en bon français. Il prévoit aussi une meilleure sensibilisation des consommateurs, des sanctions renforcées contre les entreprises. Mais ce qui retient le plus l'attention en Italie, c'est l'interdiction de la publicité pour les produits d'ultra fast fashion, même si cette mesure est critiquée par la Commission européenne qui estime qu'elle est contraire au droit européen. Et l'Italie avait déjà sanctionné Chine. Oui, une amende d'1 million d'euros prononcée en août contre l'entreprise qui commercialise les produits Chine en Europe. Elle est accusée d'avoir menti sur l'impact environnemental et la qualité de ses produits sur son site internet. Une amende de 40 millions d'euros avait été prononcée en France en juillet dernier pour les mêmes raisons. Et l'Italie fait aussi partie de ces pays européens qui demandent de revenir sur l'exemption de droits de douane sur les petits colis. On y vient. Oui, parce que jusque-là, tous les colis de moins de 150 euros, il n'y avait pas de droit de douane, ils étaient exemptés, donc ils pouvaient entrer dans le marché européen sans surtaxe. Mais la semaine dernière, les ministres des Finances européens se sont mis d'accord pour revenir là-dessus. Désormais, il y aura des droits de douane à partir du 1er euro sur chaque colis. Ça concerne beaucoup de paquets. 12 millions de colis de moins de 150 euros sont entrés dans l'Union européenne en 2024, donc l'année dernière. Cette suppression des droits de douane, elle interviendra au premier semestre 2026 et on devrait connaître les détails de ces nouveaux tarifs au mois de décembre prochain. Merci beaucoup. Alors je reviens sur la question que je posais juste avant, Yann Riboalan. Est-ce que ça peut être efficace? C'est-à-dire qu'on va pouvoir contourner, avoir accès aux sites de Chine ou des autres plateformes chinoises? C'est pas si compliqué. Alors justement, pour prendre le parallèle, souvent, en fait, on parle de sites porno qu'on pouvait accéder grâce au VPN. Et on se dit, si on interdit Chine, on fera la même chose là aussi avec des VPN. Heureusement, ça ne marche pas dans ce cas-là, pour une raison très simple, c'est que l'accès à Chine se fait avant tout à travers l'application. Alors l'application se fait à travers un trajet très, très simple et qui ne marche pas avec les VPN, parce qu'installer son VPN sur son téléphone est une véritable tannée. Et donc, pour le commun des mortels, en fait, on ne pourra pas avoir justement désormais accès à Chine si justement on l'interdit, comme ça peut arriver ces prochains jours. Ouais. Il y a aussi la question des influenceurs. On l'évoquait là avec ce défilé de mode en Italie. Daria de Nancré qui me dit les influenceurs qui montrent leur rôle tous les jours, ils font ça sans réfléchir, ils sont responsables un petit peu. Non, c'est pas totalement faux, Yann Riboalan. Alors ils le sont, oui. En fait, c'est-à-dire, pour moi, il y a une vraie différence entre un consommateur qui croit faire une bonne affaire et qui n'est pas informé, à côté d'un influenceur qui gagne sa vie grâce à cela. Et donc là, du côté des influenceurs, il y a une véritable intention de se faire de l'argent sur une population, au contraire, qui est beaucoup plus informée que les consommateurs. Et donc ceux-là, clairement, sont à punir. On essaye, et c'est dans le cadre justement de la loi anti-fast fashion, d'interdire que les influenceurs puissent faire de la publicité, comme on l'interdit par exemple pour la crypto. Oui. Il nous reste pas mal de temps, donc c'est très bien. On va pouvoir parler de cette taxe sur les petits colis. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. L'offensive ou la contre-attaque française, elle passe par cette taxe de 2 € sur les petits colis qui a été votée hier par les députés. Alors déjà, peut-être qu'on peut expliquer pourquoi
ils n'étaient pas taxés comme les autres colis. On part d'où Alors, je vais partir de l'Union européenne et je vais d'abord vous dire que depuis 1968, on a un tarif douanier commun. Et donc, en réalité, un pays ne peut pas comme ça délibérer tout seul et fixer une taxe. Oui. Sauf que ça existe. Ça a été dit pour l'Italie, la Roumanie, j'ai lu qu'elle le faisait aussi, nous on va le faire. Et donc inévitablement, ça va provoquer rétroactivement la décision des Européens de taxer à partir du premier trimestre 2026, ce qui aurait dû normalement intervenir en 2028, parce que c'était déjà dans les tuyaux. Ouais. Voilà d'où ça vient en fait. Ça vient d'une réglementation douanière. Un pays qui force un peu la porte, si je comprends bien. Oui, alors là on le force par la pratique, mais d'habitude on force dans les débats au Conseil des ministres, par exemple de l'économie et des finances, qui discutent de ces sujets-là, par exemple. Donc en tout cas, ça vient de l'Union européenne. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'était qu'un haul. Je ne savais pas non plus avant de préparer l'émission. C'est quoi? C'est une vidéo où on montre un peu tout ce qu'on a. On déballe le gros sac, sorti, voilà. Et on montre, etc. Avec des milliards. Et c'est des milliards de vues en fait sur toutes ces vidéos depuis maintenant toutes ces années. Ouais, on est à l'incitation à l'hyperconsommation également. Parce qu'on va quand même aussi à la responsabilité des influencés, parce qu'on peut encadrer peut-être plutôt qu'interdire les influenceurs, ou en tout cas que si c'est de la publicité, ce soit clairement affiché. Mais là encore, les individus que nous sommes, on n'est pas obligé de se laisser influencer. Oui, effectivement. 2 €, ça peut vraiment changer la donne, d'après vous, Stéphanie Villers? Ça dépend du prix du colis au départ. Oui. Si c'est un bien qui vaut effectivement 3 €, ou 3, ça fait effectivement pratiquement le double. Mais après, tout dépend de la valeur qu'il y a à l'intérieur. Je vous pose la question sur l'efficacité de la mesure, en fait. C'est ça. Alors, si on regarde le tabac, on a augmenté les prix du tabac avec des taxes nouvelles. Pour autant, il a fallu monter le prix du paquet de cigarettes très haut pour pouvoir véritablement voir une réduction de la consommation de tabac. Et même si ça n'a pas été totalement probant, puisqu'on continue à avoir des fumeurs. Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est où on interdit totalement, pour éviter d'avoir à... Parce que les 2 €, en fait, normalement, doivent être utilisés pour plus de contrôle. En réalité, c'est comme ça que c'est mis en avant. C'est l'argent de récupérer avec ces taxes de 2 € servira à accroître le nombre de contrôles. Alors, moi, je pense qu'avec l'IA, tout ça va être un moment résolu, c'est-à-dire qu'à un moment, l'IA va pouvoir contrôler. C'est des scanners qui peuvent contrôler le contenu d'un produit sans forcément les technologies vont nous permettre de véritablement avoir un contrôle affiné sur tout type de paquet. C'est une question de volonté politique, parce qu'il s'agit pour ça de mettre les fonds nécessaires pour déployer la compétence et l'expertise pour arriver à construire cette IA capable de contrôler. Donc il advient de l'Europe de peut-être flécher la recherche pour aller vers ce type de contrôle. Je crois même que peut-être que ça existe déjà. Donc derrière, en fait, il faut quand même une volonté commune au sein de l'Union européenne. Et je rappelle qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Dans l'Allemagne a comme moteur de croissance ses exportations. Donc la Chine reste quand même un pays qui compte pour elle en termes d'exportation, qu'elle ne souhaite pas froisser. Donc c'est difficile d'avoir une réponse commune européenne. Il faut véritablement dire ce qui est. En fait, au niveau de la France, on ne va pas pouvoir tout seul imposer la fermeture de Chine. Il va falloir convaincre l'Allemagne. Mais bon, petit à petit, là aussi, l'Allemagne a pas mal perdu avec la Chine. C'est fait quand même aussi pas mal avoir en transférant notamment des compétences et des savoirs. Et aujourd'hui, elle se retrouve bien attrapée par la Chine. Bon, je crois qu'on est en voie on est en train de se rendre compte de tout ce qu'on a mal fait au sein de l'Union européenne, et si on veut pas complètement voir notre union exploser, il va falloir trouver des solutions en réalité. Tiens, une dernière question. Véronique de Bourg-en-Bresse qui nous dit pourquoi ne pas bloquer directement les produits non conformes au lieu de taxer tout le monde. Vous êtes sans doute arrivé en cours de débat parce qu'on a un peu répondu en début d'émission en disant qu'il y a une telle masse de colis qui arrivent en France et en Europe que c'est matériellement impossible à l'instant T de tous les contrôler. Un mot de conclusion, Yann Riboalan, les prochaines étapes, là, cette plainte collective, quel chemin va-t-elle suivre là? Alors, il y a une audience qui va avoir lieu pour montrer toutes les assignations le 12 janvier.
On aura à ce moment-là des dizaines, voire des centaines de marques françaises qui vont déposer leur dossier. Le préjudice va être extrêmement substantiel parce que vu le nombre d'entreprises qui sont là et vu les préjudices qu'on a vécus, il devrait dépasser 1 milliard. Donc on va avoir un montant qui va être très important, très largement important justement de différentes amendes qu'on a pu avoir. D'autant que si l'État s'en mêle, on peut quintupler la somme parce qu'il y a un article de loi qui nous permet justement de demander à quintupler ce montant. Et donc si on arrivait justement à un montant de près de 5 milliards sur Chine, c'est l'écroulement de Chine parce que Chine a besoin de l'argent pour lever de l'argent. Sa valorisation s'est écroulée depuis désormais 3 ans. Et là, il ne vaudrait à ce moment-là quasiment plus rien. À suivre évidemment, à suivre également les convocations de Chine devant les commissions parlementaires. 2 décembre à l'Assemblée, 10 décembre la commission des affaires économiques du Sénat qui recevra le propriétaire du BHV. On n'a pas parlé de son initiative, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et un représentant de Chine. Merci encore, merci à toutes et à tous et à bientôt sur Public Sénat.